m'appelle Diana et bienvenue dans ma sensibilisation SOS Sauvons l'avenir de la jeunesse congolaise. Comme nous le savons tous, ces derniers temps, nous sommes en train de parler du phénomène Ujana. Qu'est-ce que c'est le phénomène Ujana? Le phénomène Ujana n'est qu'une nouvelle dénomination de l'ancienne pratique que nous connaissons tous, la prostitution. Et dans le phénomène Ujana, nous voyons plus de la prostitution juvénile, bien que ça touche plusieurs souches de la société et plusieurs tranches d'âge. Mais nous sommes là pour faire une sensibilisation afin de conscientiser la jeunesse congolaise que tout n'est pas bon à copier et qu'il est grand temps de changer. Aujourd'hui, je suis avec Christian Géronima, qui est un candidat député. Il va nous donner son avis par rapport à tout ceci, tout ce qui est dépravation des mœurs, surtout le phénomène Ujana qui est en train de battre de l'ampleur dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Bonjour Jérôme. Bonjour Gloria. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir. Alors Christian, vous êtes parmi les futurs politiciens de la RDC. Oui, nous l'espérons bien en tout cas. Je l'espère. En tout cas, merci. Mais j'aimerais bien avoir votre appréhension par rapport au phénomène Ujana en tant que futur homme politique. Oui. Ma compréhension et mon sentiment déjà par rapport au phénomène Ujana va au-delà de l'homme politique. C'est d'abord un sentiment simple en tant que citoyen congolais. C'est celui d'être préoccupé par ce phénomène de plus en plus banal finalement, de la prostitution juvénile dans notre pays. Aujourd'hui, moi j'ai le cœur brisé lorsque je vois ce phénomène prendre de l'ampleur de notre société, parce qu'en réalité, c'est un phénomène qui n'est que pour moi la conséquence d'une société de plus en plus décadente, d'une société où la cellule familiale a été complètement déconnectée, a été complètement déstructurée, où le père ne sait plus être père, la mère ne sait plus être mère, où finalement les enfants s'élèvent eux-mêmes en termes de vie quotidienne et surtout en termes de survie de tous les jours. Et c'est aussi une société qui finalement, avec l'influence extérieure, avec une sorte de, je dirais, une sorte de phénomène d'émancipation que l'on veut cacher, une sorte d'émancipation que l'on veut affirmer. On se dit, écoutez, je suis un peu libre de ma sexualité en tant que jeune fille, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Et ce qui malheureusement vient finalement poser un problème et créer ce que nous sommes en train de vivre en ce moment-ci. En effet. Et par rapport à toutes les personnes qui sont en train d'encourager ce phénomène, notamment les hommes qui continuent à partir vers ces femmes, et même les jeunes femmes les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont dedans. Quel est, en fait, d'après toi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme, ou d'une femme, ou même de ces personnes-là. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de comprendre qu'est-ce qui motive l'action de ces gens à aller vers. C'est comme pour la prostitution. On se posera la question, mais qu'est-ce qui peut faciliter un homme à aller vers une prostituée? La même question se pose par rapport à ce phénomène ici, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous parlons de prostitution juvénile. Et donc ce qui fait qu'en réalité, c'est juste un plaisir comme ça, un plaisir que les hommes se donnent à se dire, écoute, je vais vers une jeune fille, elle est facile, elle est légère, il suffit de quelques billets de banque et puis je peux avoir une petite fille comme ça à mes côtés pour mon plaisir à moi. C'est très souvent une question de plaisir personnel, d'orgueil personnel pour qui conduisent ces hommes-là. Ils s'en foutent, malheureusement, ils s'en foutent un peu de tout le contexte dans lequel on peut vivre, de ce que ça peut causer. Généralement, ces genre de personnes, lorsqu'ils vont là-bas, ils ne se disent pas, est-ce que ça peut être ma fille? Il y a une sorte de, je ne sais pas, de banalisation ou bien d'ignorance. On se dit, écoute, je ne vais même pas chercher à savoir ce qu'elle est, d'où est-ce qu'elle vient, quel est son contexte, quel est son mode de vie, comment elle vit, ça c'est pas mon problème. Et donc malheureusement c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces filles-là? Difficile à dire aussi. C'est difficile. Certaines te diront, écoute, je suis là parce que je veux survivre, parce que je cherche de l'argent. Mais lorsqu'on connaît le montant que certaines reçoivent, on se dit, il suffit de l'avoir fait une fois et puis tu arrêtes. Mais lorsque les gens se mettent à prendre plaisir à faire ça, on se rend compte qu'il y a quand même
un désir et une volonté du gain facile qui est quand même assez dangereux. Mais en ce qui concerne les hommes, je dirais plutôt que, excusez-moi le terme, mais les hommes, vous réfléchissez avec de l'instinct et non de l'intelligence, parce que non, sincèrement, entre nous, on doit se le dire, parce que en tant qu'humain, on a de l'intelligence, on n'a pas de l'instinct animal. Tout à fait. Oui, alors avec de l'intelligence humaine, on doit arriver à se dire les vérités. Oui. Que non, sur la route que je suis en train de prendre, c'est pas bien. Je suis en train d'abuser d'une jeune femme. Oui, mais c'est pas parce que la jeune femme est d'accord que non, je dois être d'accord avec ça. J'ai quand même une conscience, j'ai de l'intelligence. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une conscience à laquelle tout le monde doit appeler à avoir cette conscience de se dire, écoutez, nous devons suivre, nous devons nous éduquer nous-mêmes, nous devons avoir de la retenue par rapport à ce que l'on fait. Mais malheureusement, la réalité est telle que ce n'est pas tout le monde qui est doté de conscience. Nous avons tous des consciences, mais nous avons tous un degré particulier avec lequel on se connecte à notre conscience. Il y a de ceux qui sont réellement conscients, self-awareness de leur nature, de leur état, pour dire, écoutez, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Au-delà des hommes, même les femmes ont un instinct. Mais malheureusement, c'est que ces personnes qui se lancent dans cette pratique-là n'ont pas toujours le choix, n'ont pas toujours la volonté de faire le bon choix. C'est malheureusement une réalité que nous vivons aujourd'hui. Hier, j'étais tombée sur une publication. Je ne vais pas citer le nom de la page, oui. Mais c'est une page sur Facebook qui est en train de vendre de la prostitution en vue de tous. Oui. Il y a, si vous entrez sur la page, vous voyez, ils sont en train de poster des photos des femmes qui sont ici à Kinshasa et qui font de la prostitution. Donc, ils font de la publicité. Non, vous êtes un grand monsieur, vous avez besoin d'un bon sexe, de ceci, de cela. Nous avons des filles qui sont là pour vous servir autant que vous voudrez et tout. Vous voyez un peu l'ampleur des choses l'ampleur que cette chose est en train de prendre dans la ville de Kinshasa surtout. Oui, ça se voit, mais le problème aujourd'hui, le problème de la place de l'autorité de l'État dans la gestion de la vie de la société. La prostitution est illégale en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, lorsque on laisse faire... la prostitution est illégale. Oui. Lorsqu'on laisse faire ce genre de choses dans notre pays, il y a un problème. Il y a un problème réel dans la gestion de notre pays. Il faut s'interroger pour savoir, c'est vrai, le gouvernement va dire qu'il ne contrôle pas forcément Internet. Mais lorsque ce genre de choses se font au su et au vu de tout le monde, on doit se poser des questions. On doit s'interroger pour se dire, mais finalement, que font les autorités? Que font les autorités lorsque ce phénomène est en train de se répandre et de devenir si banal? Certains diront, mais écoutez, c'est le côté parce que bon, on va en attaquer. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut. Ça me rappelle un peu dans les années 90, sur la Deuxième République, lorsqu'on disait, écoutez, il y avait des hommes politiques qui encourageaient, qui avaient voulu qu'on remette l'âge du consentement sexuel de la fille à 15 ans parce que plusieurs d'entre eux étaient eux-mêmes dans ces pratiques-là. Il ne serait pas étonnant aujourd'hui, lorsqu'on voit comment dans certains cercles, ce qui se passe dans les cercles politiques ou même de la musique, ce qui se passe, il ne serait pas étonnant de constater qu'il y a effectivement des personnalités en position d'autorité dans ce pays qui ne veulent rien faire parce que peut-être d'une certaine façon ils profitent et sont consommateurs de ce genre de pratiques. Et c'est là qu'il faut arrêter le problème. Et c'est là qu'il faut changer réellement les choses. C'est un problème identitaire collectif dans notre société pour se dire quel est le type de société que nous voulons bâtir, avec quelle base, quelles sont les mœurs que nous voulons avoir, quel est le cadre moral dans lequel nous voulons que nos familles, que nos enfants, que nos fils et que nos filles grandissent. Tant qu'on ne répondra pas à cette question-là, nous serons toujours dans une société hybride où finalement vous avez d'un côté une génération qu'on va présenter comme étant une vieille génération, il y aura un autre côté une génération qu'on va présenter comme la nouvelle génération, beaucoup plus émancipée, beaucoup plus démocrate, qui a accès à tout ce qui est réseaux sociaux, liberté, qui peuvent se dire je peux vivre ma sexualité comme je veux et tant pis que ça choque les uns ou les autres, mais c'est comme ça que je vis. Et c'est un peu ça, cette crise identitaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une crise identitaire qui énerve. Oui, elle énerve réellement, elle énerve très sérieusement. Mais c'est une crise identitaire pour laquelle nous devons réellement trouver des solutions.
mais quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons proposer aujourd'hui, que les familles peuvent mettre en pratique, l'État également, voire même les églises? Mais oui, tout à fait, parce que c'est un phénomène social. Dès lors que c'est un phénomène social qui, lui, en réalité, c'est un phénomène qui n'est que la conséquence d'un autre phénomène que j'ai mentionné plus tôt. C'est simplement la déstructuration de la société. Aujourd'hui, moi j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre de voir une jeune fille de 16-17 ans qu'on me présente comme Oudjana. On me dit qu'elle vient d'une famille, qu'elle est fille d'un père et d'une mère, et qu'on me dise réellement quand elle sort de sa maison, elle a laissé son père et sa mère. Et c'est là que le problème se pose. Comment un père et une mère peuvent-ils laisser leur fille faire ça? Quel est le degré de contrôle qu'ils ont sur leurs enfants? Quel est le cadre familial finalement qu'on a mis en place? Et c'est ça le problème, c'est parce qu'il y a une démission. Ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'on a tellement détruit l'État, si bien que les familles se sont décomposées. Le père a cessé d'être père, il est devenu une simple étiquette. Où on voit finalement, il vient que là pour dormir, etc. La mère aussi devenue une étiquette, où finalement les enfants se disent on se prend en charge comme l'on peut. Et donc, il faut aujourd'hui en termes de solutions, il faut que le travail soit fait par tous les acteurs, les églises, les écoles, les éducateurs sociaux, les ONG. Tout acteur citoyen doit faire ce travail-là de se dire finalement quel est le type de société que nous voulons. Nous devons remettre la famille au centre de la vie de la nation. Toute politique publique qui ne va pas dans le sens d'encourager la cohésion au sein de la famille, qui ne va pas dans le sens de recadrer le rôle de tout un chacun dans une famille et dans la société, ne pourra qu'aller en l'encontre des valeurs que nous voulons défendre et du type de société que nous voulons bâtir. Mais vous savez, moi, il y a une chose qui m'enrage, sincèrement. Bon, d'accord, on connaît tous que notre pays, nous savons tous ce que notre pays est en train de passer pendant ce dernier temps, concernant la politique et tout. Je ne vais pas aborder cela, mais moi, je suis plus dans la famille et les églises. Et surtout, c'est l'église dont je remets en cause. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des églises qui organisent des campagnes. Et on ne parle jamais de l'éducation, on ne parle jamais de la jeunesse. Tout ce dont on parle, c'est toujours mariage, mariage, mariage. Bénédiction, mariage, bénédiction, mariage, bénédiction. Mais à la fin, qui vont avoir ce mariage? Ces jeunes filles, ces jeunes garçons-là. Mais pour qu'ils fassent quoi dans la maison? C'est ça le problème. C'est pourquoi demain, on se retrouve avec des hommes infidèles et des femmes qui font de l'adultère dans la maison du mariage. Parce que l'Église n'arrive pas à encadrer les jeunes comme il se faut, comme il se doit. Mais oui, certains te diront, écoute, l'Église a un rôle de pouvoir éduquer les hommes spirituellement. L'Église est là à vouloir venir communiquer les valeurs. Il est difficile de mettre toutes les églises dans le même panier. C'est vrai qu'il y a une prolifération de toute forme d'église que l'on voit dans cette ville de Kinshasa et dans notre pays. Ils ne jouent pas toujours le rôle que l'on attend d'eux, d'éducateurs sociaux. Même en termes chrétiens, on sait que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et donc l'Église doit devenir ce lieu où les valeurs sont communiquées, ce lieu où réellement on communique les valeurs qui préservent les familles, qui protègent les familles. Mais encore que bon, l'Église a un pouvoir très limité. Non, l'Église n'a pas un pouvoir très limité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Oui, en effet. Oui, que ce soit chrétien catholique, chrétien protestant ou pentecôtiste, l'Église a un grand pouvoir d'influencer. Tout le monde, aujourd'hui l'Église a un grand pouvoir, ça c'est vrai dans notre pays. Mais les églises vous diront, écoutez, mais c'est vrai que en amont, il faut que ce travail, se communiquer, ce message doit être passé. En amont, il doit être passé. Il doit être clairement passé. Il faut qu'on communique davantage sur ce sujet-là. Pas simplement sur un phénomène Oudjana qui est la conséquence, comme je dis, d'autres phénomènes, mais beaucoup plus ce problème de décadence de la famille, de destruction de la société. Il faut que l'Église communique dessus. Mais au-delà de l'Église, parce que la société n'est pas composée que des chrétiens. Il y a des musulmans, il y a des athées, il y a toutes sortes de religions. C'est là où justement le rôle de l'État, le rôle du gouvernement intervient, de se dire il faut que le gouvernement joue un rôle essentiel dans la régulation de la vie de la société. Parce que si on veut aller loin,
Les familles sont aujourd'hui détruites. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, écoute, papa salaté, maman ne travaille pas, etc. C'est pour ça qu'on doit se débrouiller. On va te dire, mais l'école est des missionnaires. Pourquoi? Parce que les professeurs ne sont pas bien payés, etc., etc. Donc il y a un travail en amont qui doit être fait, qui doit finir justement, qui doit viser et qui doit avoir pour conséquence la préservation et la protection des familles. Tant que la famille ne sera pas protégée, tant que la famille ne sera pas réellement encadrée dans des politiques publiques, économique ou de quelque nature que ce soit, qui protège et préserve l'unité des familles, c'est clair que nous ne pourrons pas aller loin. Nous aurons, aujourd'hui, hier c'était Fioti, aujourd'hui c'est Ujana, demain on aura un autre nom. Après demain on aura un autre nom. On aura 50 ans. Après demain ça sera les Djalé. Voilà, on aura 50 ans, 60 ans, on aura un autre nom. Et c'est ça le problème. Il faut résoudre le problème à la base. C'est vrai que bon, les hommes restent libres de faire ce qu'ils veulent, mais fondamentalement, il faut au grand maximum réduire l'impact négatif de toute déliquescence de l'État dans notre vie. Mais où sont tous ces organismes en fait à la fin? Oui, il y a les ONG. Mais ils sont où? Il y a les ONG qui sont là. Je me rappelle, moi un jour, quand ce phénomène a commencé, j'ai eu à faire une publication sur mon compte Facebook où j'ai quand même égratigné plusieurs ONG. Je leur ai dit, mais avec le phénomène Oujana, je suis assez surpris de ne pas voir les ONG féminines qui, le 8 mars, nous rappellent que la femme est reine, que la femme est précieuse, qu'elle doit être protégée, il faut lui offrir un pain, il faut lui offrir ceci, etc. Mais étrangement, ces ONG aujourd'hui sont silencieuses. Elles sont silencieuses et moi ça m'inquiète fondamentalement. Il y a beaucoup d'ONG qui sont dirigées par des femmes, qui travaillent dans la sensibilisation, dans le travail de protection des droits de la femme, mais on ne les sent pas sur le terrain. On ne sent pas leur présence, on ne sent pas leur activité pour se dire, écoutez, il y a un problème. C'est vrai que ce n'est pas un problème récent, c'est un problème ancien, qui a pris une autre forme aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que c'est un problème récent que nous ne pouvons pas agir pour l'arrêter. C'est cette démission-là, moi, qui m'inquiète. Non, mais apparemment, les gens sont en train d'attendre que ça puisse se terminer. Comme il y a 4 mois passés, c'était Bub. Non, mais aujourd'hui, après 4 mois, ça s'était quand même éteint. Mais en fait, vous voyez un peu. C'est ça le problème. Non, le phénomène, il ne s'éteint pas. C'est ça ce que les gens doivent garder en esprit. Le phénomène, il ne s'éteint pas. La pratique, elle ne disparaît pas. Elle reste, elle prend juste des formes différentes. En effet. Et justement, lorsqu'elle prend un autre nom, les gens croient que c'est un phénomène nouveau. C'est parce qu'on a mangé bon. Et aussi la tête. Et mais, et c'est ça le problème. Et là, les gens se disent aujourd'hui, moi je pense que les gens n'agissent pas parce que quelque part, les gens sont un peu découragés. Ils ne croient pas réellement qu'ils peuvent faire la différence, changer les choses concrètement. Et je crois que c'est que de toute façon, ça a commencé avant nous, ça continue aujourd'hui, ça va continuer demain, et ce n'est pas moi qui vais changer ça. Et je crois que c'est ça le problème, l'attitude qui doit changer, de se dire, c'est un problème qui est énorme, qui est grand, mais moi, de mon côté, en tant qu'acteur social, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen, je n'ai pas besoin d'avoir une ONG, je n'ai pas besoin d'avoir un Facebook Live, je n'ai pas besoin d'avoir une structure pour, à chaque jour qui passe, combattre un phénomène qui met en danger l'avenir de ce pays. On ne se rend peut-être pas compte, mais ce phénomène met sensiblement en danger l'avenir de ce pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces jeunes filles-là, aujourd'hui elles ont 16, 17, 18 ans. Mais dans 20 ans, elles auront quel âge? 38 ans, 40 ans. À un moment donné, la beauté s'arrête. À un moment donné, le tonus du corps, de la vie s'arrête. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Et puis après, on va suivre, on va devenir donneuse de leçons. On va dire, si je savais. Et aujourd'hui, et quand vous avez quelqu'un qui a une vie détruite comme ça, devenue mère, si elle n'est pas récupérée à temps, elle va créer les conditions, malheureusement, pour reproduire les mêmes choses autour d'elle sans réellement comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ça le danger. Ouais. C'est ça le véritable danger. Ouais. Et j'ai eu à voir, il y a un des documents, une photo qui a circulé durant ces 2 dernières semaines. Il y a une association des femmes qui a, elle a quand même eu, l'association a quand même eu à, comment on dit, à sensibiliser. Oui, sensibiliser. Hein. Et elle a eu à déposer un mémo auprès du ministère de Genre et Famille, auprès du ministère de Droits Humains, et j'ai même eu à voir auprès du ministère de Justice.
Mais il n'y a eu aucune réaction. En tout cas, à ce que je vois, il n'y a eu aucune réaction. Je ne sais pas si notre gouvernement est en train de travailler dessus, mais par rapport à l'État, il n'y a eu aucune réaction. Et moi, ça me fait mal. Tout à fait. Il y a de quoi être inquiété. Ça me fait mal parce que je suis en train de voir l'avenir de la jeunesse. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on voit, nous sommes en 2018, mais bon, ça va passer, mais en fait, je vois juste l'année prochaine, qu'est-ce que ça sera si ça continue. Et en 2020, et en d'autres temps, nous sommes en train de grandir. Nous formons des familles aujourd'hui, nous avons des enfants. Demain, ces enfants vont grandir dans quelle société? Exactement. Dans quelle société ils vont tomber sur quoi? Parce qu'on peut se battre aujourd'hui à partir de nos maisons, d'une part, on peut se battre à donner une bonne éducation à nos enfants. Mais il faut tenir compte de l'extérieur. La rue a aussi une grande part de responsabilité sur l'éducation que reçoivent les enfants. Exactement. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que non, un enfant qui la rue bouge son éducation, c'est que l'éducation de la famille n'a pas été bien solide ou bien fondamentée. Mais moi je dirais que c'est pas le cas. C'est vrai et c'est faux aussi. C'est vrai et c'est faux. Lorsqu'une famille ne joue pas son rôle essentiel, vous laissez des... J'ai toujours pris un exemple très intéressant. Je dis, écoutez, vous avez un père qui travaille de 7h à 18h, il rentre à la maison à 19h. Une maman qui fait de même. Les enfants qui restent avec les domestiques. Mais quand ils reviennent à midi, ils sont devant la télé. La question est, qu'est-ce qui passe même à la télé? C'est là qu'on peut un peu s'interroger sur le rôle d'un organe comme le CESAC. Qu'est-ce qui passe à la télé? On peut encore s'interroger. J'ai vu la fois passée, j'avais reçu Jean Goubal en tant qu'artiste musicien. J'ai beaucoup apprécié son intervention. Que font les musiciens? Que font les musiciens? C'est un peu ça aujourd'hui le problème que nous avons. Entre parenthèses, j'avais demandé à un collègue, en fait, il avait vu mes interventions et il était contre moi. Il m'avait demandé de trouver un jeune branché pour parler du sujet. Il m'avait donné le nom d'un musicien, que je ne vais pas donner son nom. Et le musicien a refusé. Il a dit, Mama Kabwana, non, parce que le musicien lui-même, il brandit les femmes nues à la télévision. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je vais loin, ils brandissent des femmes nues à la télé, ça passe aux heures de grandes audiences. Tout le monde regarde, tout le monde voit, et personne ne dit rien. Les chants, ces chants, ces pratiques sont devenus des chants de tous les jours qu'on chante à l'extérieur. Aujourd'hui, je passais sur 24 la fois passée, j'ai été choqué. Juste en diagonale de l'Académie des Beaux-Arts, de voir, je ne sais pas si c'est un bar, si c'est une boîte de nuit, qui a mis une grande affiche avec des femmes, on dirait presque nues, mais avec des heures, des horaires, ils sont ouverts de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, etc. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous recevez toutes sortes de notifications, d'invitations. Tel lounge bar fait soirée ceci, telle boîte de nuit fait soirée ceci, tel ceci fait soirée cela. Il y a même un lounge bar qui avait fait une soirée spéciale Oudjana. Ça m'avait choqué. Mais regardez le problème. Quand ça arrive, mais vous irez, vous trouverez des gens. Moi, ce qui me choque, c'est des jeunes gens, des jeunes filles, des papas, des mamans aussi, des jeunes dames qui viennent et qui trouvent ça normal. Et qui n'ont pas cette retenue, même quand tu reçois sur ton Facebook, sur ton WhatsApp, de partager. Mais dès lors que tu partages ce genre de choses, que tu le veuilles ou pas, tu deviens complice de ce genre de choses. Tu deviens complice de ce genre de pratiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas encourager. C'est là où je dis qu'il y a une crise morale fondamentale dans notre pays. Si on ne sait pas la juguler, on ne va pas se reconnaître. On ne va pas se reconnaître absolument pas du tout. Alors on doit se dire, quel est le type de société que nous voulons mettre en place demain, avec quelle moralité? En effet, quel type de société nous voulons avoir demain? C'est à vous de nous répondre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette optique de choses. On ne peut vraiment pas continuer. Absolument pas. La jeunesse va très mal. Non, mais elle est malade. Elle n'a pas de repères. En fait, c'est ça aussi le problème. Nous n'avons plus de repères. Oui, mais même si nous n'avons plus de repères, j'aime bien ce que Eugène Kandolo dit. Faute de repères, nous sommes des repères. Créons-nous, je ne sais pas,
même si on n'a pas de repère, on peut se créer nous-mêmes. Les gens te diront, écoute, je vis dans un milieu où finalement je ne dois que survivre. Aujourd'hui, c'est parce que quand on va dans un coin comme Pakadjuma par exemple, vous rencontrez une sorte de pauvreté, mais vous dites, mais comment des gens normaux peuvent vivre dans des conditions pareilles? Et vous rencontrez des jeunes filles qui vous disent, nous sommes prostituées, ça fait depuis des années, parce qu'on doit survivre. Ils te disent, non, on fait ceci pour 2000 francs, on fait cela pour 3000 francs. Mais quand tu regardes aussi 2000, 3000 francs, tu ne fais rien avec cela. Mais en même temps, tu as des gens ici, quand tu reviens dans la ville haute, dans les quartiers chics, tu as le même phénomène qui est là. Mais tu as des jeunes filles qui le font pour $100, $200, etc., $300. Tu as parlé de la page, là, dont tu n'as pas voulu citer le nom, dont je ne citerai pas non plus le nom. Mais ce sont des jeunes filles. Aujourd'hui, quand tu regardes les photos de promotion que partagent plusieurs bars et boîtes de nuit de Kinshasa, tu vas, tu dis, mais comment quelqu'un peut faire des choses comme ça? Il y a des gens qui ont malheureusement fait le choix de la vie facile. Il y a le phénomène Ojana, certains le font avec le phénomène Ojana, d'autres le font sous d'autres formes. Simplement le choix de la vie facile, de se dire, je n'ai plus la force de me battre, je n'ai plus la force de lutter. Et c'est là où justement la mentalité, je dis en termes de valeur, le travail a perdu de sa valeur. Le travail de se dire, je me réveille le matin, je dois me battre, que ce que j'ai est le fruit d'un combat, d'un sacrifice et d'une production réelle de quelque chose. On a perdu cela, on est devenu adepte du gain facile. On dira que les jeunes filles vont chez Ojana, mais d'autres te diront, mais plusieurs vont en politique à cause de ça. Plusieurs vont en politique sans réel contenu politique. Il n'y a pas que les jeunes femmes, et les jeunes tout court. Exactement, sans réel ambition. Écoute, moi je vais en politique, je suis prêt à aller vendre mon âme au diable, à faire du djalelo, mais du moment que ça me paye $10 000, du moment que ça me permet de m'acheter ma belle voiture. Mais voilà, du moment que ça me permet de me rouler dans ma petite caisse, mais je m'en fous du reste. Mais c'est la même chose. Parce que les valeurs sur lesquelles on doit fonder une société, on ne les a plus. Elles ont disparu. Et les personnes qui devaient nous communiquer ces valeurs dans nos familles n'ont plus le pouvoir. La société leur a privé de ce pouvoir-là. Un père ne sait plus gronder, ne sait plus réprimander ses enfants parce qu'en réalité, le contexte ne lui permet plus d'être père comme il devait l'être. La mère ne sait plus faire, c'est parce que quand elle sort le matin pour aller au marché, les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est ça le problème. Il faut rebâtir cette société sur des bases et des valeurs sérieuses. Sur des bases et des valeurs que nous pourrons communiquer dans les églises, en dehors des églises, dans le bureau, au travail, tel qu'on connaît. Il y a des choses dans d'autres sociétés où tu vas, on te dit, je prends l'exemple d'un pays comme le Japon. On te dira qu'au Japon, on ne vole pas. Tu peux laisser, tu roules, tu déposes ton vélo là, tu fais quelques kilomètres, tu reviens, on ne va pas te le voler. C'est vrai qu'il y a la loi interdit le vol, mais de façon naturelle, on ne te le vole pas. Comment des sociétés parviennent-ils à se construire un corpus moral tel qu'ils se disent, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'on dise, chez nous, ici en RDC, il n'y a même plus des choses qu'on dit tout ça la raté. Congolais, on doit parvenir en tant que société à développer et à voir ce genre de choses pour dire il y a des choses qu'on ne fait plus. Avec ou sans la loi, il y a des choses que nous, on ne fait plus. Et c'est ça la base morale sur laquelle on doit bâtir notre pays. Sinon, demain, après-demain, on va continuer à se plaindre, on va condamner notre phénomène. Aujourd'hui, ce sont les jeunes filles qui, c'est demain, on va vous dire qu'il y a un phénomène de jeunes garçons qui sont en train de... Ça existe déjà. Voilà. Ça existe. Voilà. Il y a des garçons qui sont devenus des Mario, des gigolos. Mais il ne faut pas l'oublier, déjà, Franco le chantait avec Mario. On en chantait, oui, un jeune homme qui prend... Mais ça aussi, c'est un problème. C'est un problème réel. C'est un problème qui existe. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Demain, il suffira qu'on leur trouve un nom et puis vous verrez qu'on va en parler. Mais le problème est ailleurs. Il faut le résoudre à la source pour ne pas venir gérer les conséquences plus tard. Et la source, c'est restructurer l'État, restructurer la famille. Oui. Tout revient à l'État. En fait, tout ce que l'on peut faire en tant que société, en tant que ce que tu fais aujourd'hui, dans ta sensibilisation, aussi animé de bonne foi et de détermination, tu touches des gens. Ton message atteint plusieurs personnes. Ces personnes peuvent
repercuter ce message-là autour d'eux. Mais ta voix est limitée. Elle est limitée par les conséquences de l'environnement dans lequel nous vivons. Tant que l'environnement est cassé, c'est que ce que tu dis, ce qu'on fait aujourd'hui en termes de Facebook Live, en dehors, il y a des gens qui vivent une réalité différente en termes de conséquences de ce problème-là. Ils te disent, oui, tu me conseilles, mais en même temps, je dois survivre. Mais en même temps, il y a aussi de ceux qui ont pris le choix, comme je dis, oui, mais survivre ne demande pas qu'à faire ce qui est facile. Et c'est ça, c'est là où revient justement la question de la base morale de notre société. Pour dire, c'est vrai que la prostitution existe partout. Il y a des pays où ça existe plus que dans d'autres. Mais ça ne veut pas dire que chez nous on doit laisser ça, qu'on doit laisser faire. C'est là où je reviens pour dire, effectivement, il y a un besoin réel où, en tant que société, on doit développer des valeurs morales. C'est là où les églises interviennent. C'est là où, au-delà des églises, c'est là où tout ce qui est corps religieux, tout ce qui est corps spirituel et religieux doit intervenir dans la communication des valeurs. C'est très important. C'est très, 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 très important. Il ne faut pas qu'on en arrive comme dans les pays musulmans, arabes, où on dit, écoutez, on va appliquer la charia, celui qui pratique la prostitution lui coupe la tête. Non. Non, je pense que ça sera encore beaucoup mieux. Non, sincèrement, je pense que ça sera beaucoup mieux. Je suis une femme, certes, mais je pense que ça sera beaucoup mieux. Non, ça ne sera pas mieux parce que tu vois... Et je dis, maman, on doit aller plus loin. Un homme infidèle, excusez-moi le terme, on te coupe. C'est comme ce qui s'est passé au Burundi, où Pierre Nkurunziza a intervenu. En fait, ça va aussi nous éviter tout ça, parce que c'est les hommes aussi qui vous donnez plus d'ampleur à la prostitution, aux dépravations des mœurs. On va te dire, entre un corrompu et un corrupteur, on dit qu'il y a un corrompu parce qu'il y a un corrupteur. On te dirait qu'il y a un corrompu parce qu'il y a des corrupteurs parce qu'il y a des gens qui sont prêts à être corrompus. Non, le problème d'être pris dans sa globalité. Il y a le rôle de tout un chacun d'entre nous. C'est vrai que les hommes sont, entre guillemets, les consommateurs premiers. Et à la fin, ils sont des victimes premières. Non, à la fin, ce sont les familles qui sont des victimes. Alors moi, je me pose la question, finalement, ne faudrait-il pas alors se mettre à réfléchir où on doit pénaliser la prostitution, dans le sens où il faut pénaliser la prostitution, aller jusqu'à punir les clients? Il n'y a pas une loi. Ça, je ne sais pas, il faut quand même chercher. Il faut chercher. On devrait, je pense que vu que la prostitution est interdite en RDC, je pense qu'il y a une loi. Oui, il faut le retrouver. Maintenant, la question, est-ce que la loi c'est vrai que la loi peut punir la prostituée, mais est-ce que la loi punit aussi le client? Non, on doit punir. Exactement. Il faut aussi peut-être se mettre à punir les clients. Commencer par $300 amende. Pourquoi $300? Non, avec la crise économique qu'il y a en ce moment, mais tu vas chez une prostituée où tu allais payer $10 et tu payes l'amende de $300. $500 d'amende et puis une semaine en prison. Ah ça, les autres, faut pas me détester. Non, $500 en prison et puis une semaine d'amende. Ouais. Non, $500 d'amende et puis une semaine en prison, je crois que plus vont se mettre à changer. Et on met ta photo partout dans la ville. Ah là, ils vont dire, non, là on va dire, tu violes les libertés des gens, tu mets les gens mal à l'aise. Mais il y a un besoin réellement de réguler ça. Il faut les réguler en amont comme en aval. C'est vrai qu'aujourd'hui on traite les conséquences, mais c'est comme je dis, il faut remonter à la source, se mettre à reconstruire, gérer notre crise d'identité, notre crise de personnalité. L'année prochaine, c'est 2019. J'espère et je souhaite réellement que en mars 2019, que la fête de la femme en RDC ne soit pas axée sur, je ne sais pas, des cadeaux, mais ceci. J'espère réellement qu'on ramène le débat sur l'identité de la femme congolaise dans la société congolaise. Quelle femme de demain et pour quelle société? Tant qu'on ne pose pas cette question-là, tant que les femmes elles-mêmes ne répondent pas à cette question-là, il y aura toujours un problème. Il y aura un problème. La crise d'identité, je pense que la femme congolaise en souffre énormément. Oui. On n'a pas des repères, effectivement, mais nous ne savons pas non plus ce que nous voulons et ce que nous voulons être. Et ça, c'est quelque chose dont ça fait un moment que je suis en train de lutter pour, à conscientiser la femme, à relever la femme à se valoriser. Mais apparemment, il y a encore un grand boulot à faire. Mais oui, c'est quand même assez triste. Hein? On a eu, et je tiens par ici déjà à te remercier et à t'encourager pour ce que tu fais. J'ai remarqué depuis quelques mois
ce travail de valorisation de la femme congolaise. Tu as eu à participer, à travailler sur cette campagne contre les violences faites à la femme. D'ailleurs, ce phénomène de Djana est une autre forme de violence faite à la femme. Et je t'encourage à continuer à faire ce que tu fais. Que tu ne te décourages pas, parce que je comprends que le découragement est une denrée à profusion dans notre pays. C'est comme s'il y a des gens qui vivent avec des paniers de découragement. Chaque fois qu'une initiative est lancée, il y a des gens qui sont là pour te rappeler comment ça ne va pas marcher, pourquoi ça ne va pas marcher. Et ça c'est le fort d'un Congo. Exactement. Très peu sont là pour te dire, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais vu ce que tu veux, vu ton objectif, nous allons nous mettre ensemble pour essayer de réussir. Et je pense que tu mérites quand même ces encouragements-là. Et donc, pour revenir sur ça, je dirais effectivement, la lutte, elle est réelle, elle est vraie. Et tu as, aujourd'hui, j'entends auprès de certaines femmes, quand je vois des jeunes filles se battre sur l'émancipation de la femme, sur le respect de la femme, etc. Et même, par exemple, sur un sujet concernant les violences faites à la femme, tu verras que lorsqu'une femme a été battue, lorsqu'elle va se confier à sa mère, au lieu que celle-ci la protège, sa mère lui dirait, écoute, tu sais, si j'ai fait 25 ans de mariage avec ton père, c'est parce que j'ai appris à me taire, il y a des choses, les hommes sont comme ça, etc. Et tu te rends compte que parfois, il y a des femmes qui créent les conditions justement pour que ce genre de choses se répètent et existent. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que la crise identitaire, elle est énorme. Il y a une génération qui est venue, qui est avant nous, et une génération que nous vivons aujourd'hui, qui ont deux vues diamétralement opposées du rôle, de la place et de l'influence de la femme dans la société. Et donc, face à des sujets comme ça, vous verrez par exemple, lorsqu'une femme mariée sera victime d'une Oudjana avec son mari, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera prompte à insulter la Oudjana, elle sera prompte, si elle connaît sa maman, à dire, écoute, retiens ta fille qui est une prostituée, etc., etc. Mais elle ne va pas condamner son mari pour dire, mais tu as un comportement anormal, que tu as un comportement dégueulasse. Elle ne va pas le faire. Elle va au contraire, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à protéger son mari. Et tu entends même des jeunes filles, des femmes qui disent, ah, ceux qui m'ont pas je ne sais que c'est pas normal. C'est la femme qui doit se casser la tête à pouvoir retenir l'homme. Exactement. Et bizarrement, c'est d'autres femmes qui encouragent d'autres femmes, qui attaquent d'autres femmes à se dire, écoutez, non, c'est parce que vos filles, non, c'est parce que vos femmes. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un grand problème. C'est ce que je disais la dernière fois. Il n'y a pas que la femme qui doit se donner de la peine de pouvoir entretenir le mariage ou une relation. Tout à fait. Parce que de la même manière que la femme aime, l'homme aime. Tout à fait. On a le sang de l'eau qui coule dans nos veines. Donc lorsque tu te coupes l'homme, la femme se coupe, vous aurez mal. Oui. Oui, donc pourquoi c'est toujours à la femme de se donner cette discipline, de se donner ce devoir, de vouloir à tout prix conserver, et l'homme il s'en fout. C'est ça le problème, parce que nous vivons dans une société où on a une conception où l'homme est simplement pourvoyeur. Il vient, il te fait un enfant, il te donne l'argent, il te donne tout ce que tu veux, il peut faire ce qu'il veut dehors. Et c'est un grand problème parce qu'il faut commencer à le changer dans la tête des jeunes garçons pour que demain ils ne soient pas pareils. Exactement, c'est un véritable problème. Pourquoi? C'est un fléau. Ça fait partie, moi je dirais que ça fait parmi des dépravations des mœurs. Non mais c'est un fléau réel, pourquoi? On me dira que non, la mentalité elle est occidentale, etc. Mais il est difficile de trouver des enfants de notre génération qui peuvent se dire, écoute, mon père, le premier je t'aime que j'ai entendu venait de mon père. Non, parce qu'on vit dans une société où non, on ne dit pas ce genre de choses. Maintenant, quand on ne dit pas ce genre de choses, on ne le dit pas en famille. Lorsque une jeune fille ne connaît pas un amour sain, réel, vrai, hein, pour dire, le premier je t'aime qu'elle entend vient d'un petit Yankemoro Libanda, mais vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, il faut aussi, comme je dis, modèle de société, requalifier le rôle du père dans la famille, requalifier le rôle de la mère dans la famille, requalifier le rôle du père et de la mère dans la protection et la conservation de la vie de famille. Si l'homme estime que sa place est de venir simplement être pourvoyeur et de partir, il est démissionnaire. Et lorsqu'un père est démissionnaire, on sait voir les conséquences d'un père démissionnaire dans une maison. Aujourd'hui, on entend souvent, on a foutu là-bas en classe, on sait là-bas, on ceci. Mais c'est pas ça, ça ne suffit pas là. Le père ne s'arrête pas là. Le père va jusque loin, va au-delà de ça. Le père est celui qui doit être présent. Le père est l'exemple, le modèle, le premier modèle d'homme exemplaire qu'une jeune fille peut avoir, c'est son père.
c'est son père. Lorsque son père n'est pas là, lorsque le père ne sait pas jouer ce rôle réel de protecteur, de caregiver, d'exemple, de modèle, c'est clair qu'elle n'aura pas de modèle à préserver. Et surtout pour les jeunes garçons. Et surtout pour les jeunes garçons. Quand il a vu un jeune garçon, un adolescent a vu son père entretenir des multiples maîtresses, a vu son père être accompagné de petites copines à gauche à droite, a vu son père tourner. Mais attendez, quel est le message que vous lancez à ce jeune garçon en ce qui concerne les valeurs essentielles et intrinsèques de la protection de la famille? Et surtout le respect de la femme. Voilà. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais écoute, de toute façon, les femmes ne sont bonnes qu'à faire des enfants, il suffit que tu donnes de l'argent, puis c'est fini. Et être dans la cuisine. Et être dans la cuisine. Malheureusement, c'est ça. Il faut que ce modèle change, il faut que cette perspective-là change. Alors, nous avons tous suivi le débat, les avis jusqu'à présent. Alors, nous sommes tous concernés. Il n'y a pas que Géraud, il n'y a pas que moi. Ça nous concerne tous. Alors, ce que moi je démontrais d'abord, premièrement, c'est à toutes ces ONG qui continuent à garder silence maintenant. Il n'y a pas que la famine en RDC. Il n'y a pas que les orphelins en RDC. Il y a plusieurs problèmes que la République démocratique du Congo... Il n'y a pas que la guerre. Ouais, il n'y a pas que la guerre. Il n'y a pas que la faim. Il y a la guerre sociale aussi. Quand une société est déstructurée, c'est une sorte de guerre, c'est une sorte d'insécurité. Nous devons concevoir l'insécurité au-delà de son aspect, belliqueux. Il faut considérer l'insécurité comme étant tout contexte social qui est prompt à dérégler le fonctionnement de la vie de la société, à créer des phénomènes comme le phénomène que nous connaissons aujourd'hui. C'est une source et une cause d'insécurité réelle qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Alors, essayez un peu de changer, je ne sais pas, tout ce que vous êtes en train de faire. Essayez de recadrer un peu vos différentes choses que vous faites. Essayez un peu de revenir sur les besoins de la jeunesse également. Il n'y a pas que la faim qui doit être bannie, il n'y a pas que la guerre qui doit cesser, il n'y a pas que les orphelins qui doivent trouver secours. Il y a aussi la jeunesse qui a besoin d'être secourue. Vous voyez un peu. Oui. Et à l'État, nous insistons. Essayez quand même de nous aider aussi. Non, pas essayer. Que l'État joue son rôle, que l'État devienne réellement. Mais puisqu'il ne le fait pas, il essaye au moins. Non, on ne peut pas demander à l'État d'essayer. Il doit faire son travail. Il faut que le citoyen commence à regarder. Il faut que l'État joue son rôle. Il faut que l'État joue son rôle d'être l'État qui régule la vie de la société. C'est très, très important. Il peut démissionner de la régulation du système économique selon que l'on soit capitaliste ou socialiste. Ce n'est pas ça le problème. Mais dans la vie de la nation, il faut que l'État joue son rôle. Et c'est très important. Et c'est très capital. Toi, tu parles des ONG, tu parles des structures, mais moi, je parle des sociétés citoyennes nous-mêmes. Nous devons apprendre à devenir les gardiens de nos frères. Nous devons apprendre à devenir les gardiens de nos frères, surtout les jeunes filles, en milieu scolaire, en milieu académique. Lorsqu'une jeune fille devient Ojana, il faut qu'en milieu académique, c'est parce que quand elle évolue, c'est parce qu'elle a un groupe de gens qui l'encouragent. Mais il faut qu'il y ait des filles qui deviennent réellement les gardiennes de leurs sœurs. Tu n'es pas de même père que moi, tu n'es pas de même mère que moi, on s'est croisés à l'université, on n'est pas de la même famille, mais je m'assigne le rôle d'être ta gardienne, de te rappeler que quand même tu as de la valeur, que ce que tu fais, ce n'est pas bien. J'ai ce rôle-là. On a ce rôle en tant que société, en tant que citoyen. Exactement. En tant que société citoyenne, se dire, écoute, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si 2-3 filles se lèvent à l'université, commencent à le faire, deviennent les gardiennes de leurs sœurs, deviennent les gardiennes de leurs amis, et que ce phénomène commence à grandir, comme on dit en anglais, my brother's keeper, my sister's keeper, tu deviens réellement la gardienne de ta soeur. Je suis sûr que de plus en plus, le foyer, et c'est un peu aussi là le problème, c'est que le foyer de naissance de ce phénomène se trouve à l'université. Et c'est assez étonnant quand même. Pas qu'à l'université, même dans les... Et c'est ce que je veux dire, le milieu académique, scolaire, est devenu le foyer où naît ce genre de phénomène. Et c'est assez dangereux. Ça fait peur.
Ça fait peur fondamentalement. Et donc, c'est là où justement, en tant que citoyens, nous devons apprendre à nous serrer les coudes. Nous devons apprendre à se dire, ce qui touche mon frère me touche, ce qui touche ma soeur me touche, et nous devons veiller à ce que les choses changent. Alors il est de notre responsabilité à tous de veiller à ce qu'un changement se produise le plus rapidement que possible. Ça ne concerne pas qu'une tierce personne, parce que ça n'a pas atteint ta famille, ça n'a pas atteint ta soeur, que cela ne te concerne pas. Aujourd'hui, nous comprenons tous que le phénomène Ujana, c'est de la prostitution. Et ça n'épargne personne. Hein? Oui. Tout comme ça arrive à certains, ça peut arriver à toi demain. Donc, essayons de nous prendre en charge, essayons de prendre notre part de responsabilité. Ce n'est pas seulement à l'État d'agir. L'État doit jouer son rôle. Mais en effet, ne demandez, c'est quoi la phrase? Ne demande pas à ton pays qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Oui. Ça, c'est John Kennedy. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons pour notre pays? Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes? Nous sommes champions à tout gâcher, à tout abîmer, à tout recopier de mal. Et nous-mêmes, nous donnons aussi à l'État un grand devoir. Voilà. L'État, en fait, d'une part aussi, aujourd'hui, l'État ne sait pas par où commencer pour arranger, parce que nous-mêmes, nous détruisons aussi le tout. Oui, mais parce qu'on dit souvent, je me rappelle, civisme, on dit, l'État c'est qui? Ça c'était la définition en primaire. L'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde. C'est ça l'État. Le bien collectif, le bien-être collectif est une responsabilité collective. À chaque citoyen de se dire, c'est pas le Congo dans lequel je veux vivre. Ce Congo n'est pas le Congo dans lequel je ne veux plus être identifié comme ça. Je ne veux pas que mes sœurs soient identifiées comme ça. Je ne veux pas que ma cousine, que ma fille, que ma sœur, que ma femme, que ma mère soient identifiées comme ça. Alors moi, je me battrai à chaque jour qui passera, à chaque jour de pouvoir make a difference. Faire la différence. Changer ce qui peut être changé. Impacter qui je peux impacter. Et c'est très important. Et aux jeunes garçons. Jeunes garçons. Aujourd'hui, moi, Moutouka, aujourd'hui, on commence à la banque Nicolo, aujourd'hui, moi, salaire à 2000, 3000. Bélicio Moutou, au sommet, moi, RAV 4, sentir, moi, voiture climatisée. Bon, il faut pas sentir aux amobales. Il faut pas sentir que donc c'est là vraiment que j'interpelle mes pères hommes, surtout les jeunes garçons. On le voit, c'est à nous de se dire non. Là où nos pères ont échoué, nous devons réussir. Là où nos aînés ont échoué, nous devons réussir. La rupture que l'on veut même en politique, c'est la rupture que l'on doit emmener en société. Cette rupture pour dire nous ne ferons plus les choses telles qu'on les faisait avant. Nous ne les copierons plus telles qu'on les copiait avant. Nous devons faire les choses différemment. Nous devons changer les choses. Il est facile de pointer les doigts aux jeunes femmes, et c'est là que je te rejoins maintenant. Il faut aussi pointer les doigts aux jeunes garçons. Mais c'est ce que je n'arrête pas de dire. Il faut le faire. C'est ce que je n'arrête pas de dire depuis que j'ai commencé. Parce que non seulement le jeune garçon est en train de causer ce fléau, mais à la fin, il ne cause pas, il le subit aussi, il le consomme, mais il ne cause pas. Ici, il le cause également. Il le cause également. Parce que la jeune femme qui vient vers lui, si lui le repoussait, la femme ne reviendra pas. Il va te dire, non, consommateur. Ah, aux consommateur. Mais elle, aux consommer. Aux encourager. Aux encourager. Mais après. Il va te dire, bon, il y a à peine de c'est ça le problème. Mais là. Après. Et après c'est que la société est bizarre. Hein? Comme disait Max Weber, les faits sociaux sont totalement globaux. Ce que tu fais à quelqu'un aujourd'hui, ne pense pas que tu es épargné par les conséquences. D'une façon ou d'une autre, ça te reviendra. En effet. D'une façon ou d'une autre, ça te reviendra. Et donc, tu ne peux pas être, comme on dit en anglais, careless à ce niveau et te dire, écoute, t'es maté, hein, jeune garçon. Moi. Et yes, t'es en éco saoté. Moi, RAV 4, on a mis collé éco saoté. Moi. Et l'autre, ça, la raison, il y a la abisso. Et ça, il y aura abisso. Et comme le français, dans mon mémoralité zéro. C'est compliqué. Très compliqué. C'est compliqué. Français, dans mon mémoralité à problème. Non. Ça doit changer. Ça doit changer réellement. Soyons des hommes des valeurs. Exactement. Et des femmes de valeurs. Tout à fait. Nous valons plus que ça. L'avenir de la jeunesse congolaise repose entre nos mains. Oui. C'est nous qui décidons de ce que la jeunesse congolaise sera demain, de ce que le Congo sera demain. Si on continue à se comporter comme ça,
notre génération sera le plus à blâmer d'ailleurs, parce que contrairement à la génération de nos pères, c'est que nos pères peuvent dire que nous n'avions pas la même quantité d'informations que vous avez. Mais vous avez beaucoup d'informations. Donc, vous ne pouvez pas prétendre. Nous, on ne pourra pas prétendre que nous ne savions pas. On ne pourra pas prétendre. On ne pourra pas prétendre cela. On nous a prévenu du danger de l'infidélité, on nous a prévenu du danger de la prostitution. Des maladies sexuellement transmissibles, de la destruction des familles. On sait tout ça. Mais... on lit les livres de leadership, de ceci. On fait toutes ces choses-là. Mais nous devons à un moment donné savoir écouter, ok, ce qui se passera demain, c'est notre responsabilité. Donc on ne pourra plus blâmer Coco Anante. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin et nous insistons également sur la famille. Ouais. La famille. L'éducation d'un enfant repose entre les mains du père et de la mère. Ce n'est pas que à la mère d'éduquer l'enfant, c'est aux deux, ou au père d'éduquer, c'est aux deux. Alors essayons, nous les futurs parents, là, essayons de mieux éduquer nos enfants. Tout à fait. Et de leur donner cette chance-là de recevoir l'éducation des deux parents. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis en ligne. Restez connectés parce que demain, j'ai une invitée spéciale pour nous. Cette fois-ci, nous allons tous écouter une Oudjana qui est dedans. Une jeune femme qui se dit être Oudjana, qui viendra nous parler de pourquoi elle a choisi d'être Oudjana. Merci Jérôme. Merci Gloria, c'était un plaisir. Merci. À demain. À demain.